Mes parents ont manqué les funérailles de mon mari pour une fête d'anniversaire 6 mois plus tard, ils m'ont supplié. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta sœur. Nous ne pouvons pas venir. Ma mère m'a dit cela 3 heures après que je lui ai annoncé que mon mari et mes 2 enfants étaient morts. Cette phrase. Cette seconde de silence au téléphone avant qu'elle ne raccroche. Je suis resté dans le couloir de l'hôpital, encore en tenue de bloc avec laquelle j'avais commencé mon service ce matin-là, et le monde s'est simplement arrêté. Mon mari Jake, ma fille Lily, mon fils Noah parti, et ma mère a choisi un gâteau d'anniversaire plutôt que leur cercueil. Mais cet appel ne m'a pas brisé. Il m'a libéré, car 6 mois plus tard, un titre de journal sur ce que j'ai fait avec les 5 millions de dollars que Jake m'avait secrètement laissé a plongé toute ma famille dans une panique dont elle ne s'est jamais remise. Ce que ma famille ignore encore, c'est que leur absence à ces funérailles ne leur a pas seulement coûté une fille, cela leur a coûté tout. Avant de continuer, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez vraiment à cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui écoute. Je m'appelle Bianca Myers. J'ai 34 ans et je suis infirmière aux urgences à Hartford, Connecticut. Maintenant, laissez-moi vous ramener à une soirée de novembre. La nuit où j'ai tout perdu et où j'ai découvert exactement qui était ma famille. Avant cette nuit-là, ma vie était petite et bonne. Pas clinquante, pas digne d'Instagram, juste bonne. Jake et moi vivions dans une maison coloniale de 3 chambres en dehors de la route 4 à Farmington, à environ 20 minutes de Hartford. Il était ingénieur logiciel dans une entreprise technologique de taille moyenne à Glastonbury. Je travaillais de nuit au Merci Général. Nous avions acheté la maison 2 ans plus tôt avec un acompte modeste et beaucoup d'optimisme. Lily avait 6 ans. Elle avait les yeux bruns de Jake et mon entêtement. Noah avait 4 ans. Il emportait partout son ours en peluche nommé Captain. À l'épicerie, dans le bain, à l'église le dimanche. Nous nous sommes rencontrés parce que Jake s'était entaillé la main en aidant un collègue à déplacer un bureau. Il est entré aux urgences à 2 heures du matin, saignant à travers un torchon, et m'a demandé si les points de suture laisseraient une cicatrice cool. Je lui ai dit non. Il m'a demandé mon numéro quand même. C'était Jake. Stable, chaleureux, le genre d'homme qui se souvenait de votre commande de café après l'avoir entendu une seule fois. Dans la famille Ashford, ma famille de naissance, j'étais l'invisible. L'aîné qui ne causait jamais de problème, qui ne demandait jamais d'argent, qui n'avait jamais besoin d'être sauvé. J'ai payé mes études d'infirmière moi-même. J'ai organisé mon propre mariage, une petite cérémonie au tribunal parce que mes parents disaient qu'ils n'avaient pas le budget pour plus grand. Ils avaient le budget pour les 16 ans de Meghan la même année. 70 invités, un DJ. À chaque fête, je cuisinais, je nettoyais, j'achetais les cadeaux. Ma mère, Linda, ne m'a jamais demandé une seule fois comment se passaient mes gardes ou si Lily avait commencé la maternelle. Ses appels commençaient toujours de la même façon, « Qu'est-ce que tu apportes pour le dîner ?» Jake l'a vu avant moi. Un Thanksgiving, en chargeant la voiture après que j'avais passé 9 heures dans la cuisine de ma mère, il s'est tourné vers moi et a dit, « Ta famille te traite comme une employée, Bianca. » J'ai répondu ce que je disais toujours, « Ils sont comme ça. » Ça va. Ça n'allait pas. Mais je ne le savais pas encore. Et Jake, calme, stable Jake, avait déjà commencé à planifier pour le jour où je finirais par le comprendre. Le 14 novembre, un mardi. J'étais à mi-parcours de ma garde quand l'infirmière en chef a touché mon épaule. Bianca, salle de pause. Maintenant. Je connaissais cette voix. Je l'avais utilisée moi-même. Le ton prudent, contrôlé que nous réservions pour annoncer les pires nouvelles qu'une personne puisse entendre. Je l'ai suivi dans le couloir. Mes jambes savaient déjà. 2 troopers de l'État du Connecticut se tenaient à l'intérieur. L'un tenait son chapeau contre sa poitrine. L'autre ne pouvait pas me regarder. Madame Myers, il y a eu un accident sur la route 44. Jake avait récupéré Lily et Noah à leur cours de natation au 1K. Ils étaient à 7 minutes de la maison. Un homme nommé Gérald Fanton, 41 ans, taux d'alcoolémie 2 fois supérieur à la limite légale, a grillé un feu rouge à 85 km/h et a percuté le côté passager de notre Honda Accord. Jake est mort sur place. Lily est morte dans l'ambulance. Noah est arrivé au Merci Général, mon hôpital, mes urgences,
mais j'étais dans la salle de pause quand ils l'ont amené. Il est parti avant que j'atteigne la salle de trauma. 3 minutes. C'est ce qu'a dit le trooper. 3 minutes entre ma salle de pause et le dernier souffle de Noah. Je ne me souviens pas de m'être assise. Je me souviens du sol, du linoléum froid, de la lumière fluorescente qui bourdonnait au-dessus de moi comme si elle ignorait que le monde venait de s'arrêter. Ma collègue Angela s'est agenouillée à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle a juste tenu ma main. À un moment, je ne sais pas combien de temps après, j'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à déverrouiller l'écran. J'ai appelé ma mère. C'était instinctif, primal. Quand tout s'effondre, on appelle sa maman. Le téléphone a sonné 4 fois. J'entendais de la musique en fond. Des rires. La voix de Megan qui chantait faux. Puis ma mère a décroché. Allô, Bianca. Fais vite. On va couper le gâteau. Maman. Ma voix s'est brisée sur le mot. Jake est mort. Lily et Noah sont morts. J'ai besoin de toi. Silence. 3 secondes. 5. J'entendais la fête derrière elle. Quelqu'un qui tintait un verre. Un enfant qui riait. Puis la voix de ma mère est tombée bas, comme elle le faisait toujours quand elle ne voulait pas que les invités entendent quelque chose de désagréable. Bianca, je t'entends. C'est terrible. Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Megan. Il y a 30 personnes ici. On ne peut pas simplement partir. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille. Sûr d'avoir mal entendu. Maman, mon mari, mes enfants, ils sont partis. Je sais, chérie. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là tout de suite? Megan sera dévastée si on quitte sa fête. Appelle ton amie, celle de l'hôpital. Elle t'aidera. Je t'appelle demain. Ok. Elle a raccroché. 21h47. 3 minutes et 12 secondes. Je le sais parce que j'ai fixé le journal d'appel pendant 1 heure après. J'ai appelé mon père ensuite. Donald Ashford a décroché à la 2e sonnerie. J'entendais le grincement de la porte moustiquaire alors qu'il sortait dehors. Le vent contre le combiné. Papa, est-ce que maman t'a dit? Une pause puis, ouais, ma puce. Elle en a parlé. On viendra te voir la semaine prochaine. Tiens bon. Il a raccroché aussi. Un dernier appel. Megan. Messagerie vocale. Je ne me souviens pas d'avoir laissé le message. 2 heures plus tard, elle m'a répondu par texto, maman m'a dit. Tellement désolé, appelle-moi TMRW. Je suis resté assise sur ce sol d'hôpital jusqu'à ce que ma superviseuse me trouve à minuit. 3 appels, 3 chances pour ma famille de se montrer. 3 portes claquées. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que j'avais passé 34 ans à prétendre ne pas être vrai. Ma famille ne m'avait pas oublié. Elle n'était pas confuse ou dépassée. Elle avait regardé la pire nuit de ma vie, pesé contre un gâteau en feuilles et quelques ballons, et avait fait son choix. Les funérailles ont eu lieu un samedi, le 18 novembre. Il pleuvait, une pluie froide et régulière du Connecticut qui transformait l'herbe du cimetière en boue. La pasteure Grace Bennett, de l'église communautaire de Greenfield, a présidé. Elle avait baptisé Lily et Noah tous les deux. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle est venue chez moi à 6 heures du matin avec du café et un classeur plein d'options de chant. Elle n'a pas demandé de nouvelles de ma famille. Elle a juste dit, dis-moi ce qu'ils aimaient. Lily aimait les papillons. Noah aimait son ours Captain. Jake aimait Bruce Springsteen. Alors nous avons joué If I Should Fall Behind pendant que la pluie tambourinait sur la tente, et je me suis tenu devant 3 cercueils, un grand, 2 impossibles, et j'ai essayé de dire au revoir à tout mon monde. Mes collègues sont venus, Angela, Denise, Marcus, le docteur Patel des urgences. Ils portaient leur blouse noire sous leur manteau parce qu'ils venaient directement de leur garde. Tom Whitfield, le colocataire de Jake à l'université, a pris un vol de nuit depuis Boston. Il est resté à côté de moi pendant toute la cérémonie, tenant un parapluie au-dessus de ma tête alors que son épaule était trempée. J'ai mis Captain dans le cercueil de Noah. J'ai accroché la barrette papillon de Lily sur son oreiller. J'ai touché la main de Jake une dernière fois et je lui ai murmuré quelque chose que je garderai pour nous.
Puis j'ai regardé le premier rang. Les chaises réservées à la famille. Vides. Toutes les 4. Des chaises pliantes blanches battues par l'eau de pluie. Pas un seul Ashford. La pasteur Grace a suivi mon regard. Elle a tendu la main et serré mon poignet. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Après l'enterrement, Tom m'a aidé à porter les fleurs jusqu'à la voiture. Il s'est arrêté côté conducteur et m'a regardé avec une expression que je peux encore voir. Confusion mêlée de quelque chose de plus tranchant. Bianca, où est ta famille? J'ai secoué la tête. C'était tout ce que je pouvais faire. Tom m'a regardé longtemps, la pluie coulant sur son visage. Il a hoché la tête une fois. Il n'a plus demandé, mais je pouvais le voir. Il l'archivait. Quelque part derrière ses yeux de journaliste, une horloge avait commencé à tourner. Une semaine après les funérailles, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais 34 ans de conditionnement sont difficiles à surmonter en 7 jours. Mon pouce a appuyé sur le bouton vert avant que mon cerveau ne suive. Bianca, Thanksgiving est jeudi prochain. Tu apportes la casserole? Megan veut celle aux haricots verts. J'ai tenu le téléphone éloigné de mon oreille et je l'ai fixé comme si l'écran pouvait se réorganiser en quelque chose qui avait du sens. 3 cercueils, 7 jours, et ma mère me demandait une casserole. Maman, je viens d'enterrer ma famille. Je sais, chérie. C'est exactement pourquoi tu as besoin d'être entouré de gens. Viens pour Thanksgiving. Ça te fera du bien. Rester seul dans cette maison, ce n'est pas sain. Sa voix était chaude, inquiète, raisonnable. Si vous aviez entendu la conversation sans contexte, vous auriez pensé qu'elle était une mère aimante tendant la main à sa fille en deuil. C'était ça, Linda Ashford. Elle sonnait toujours comme la gentille. Mais j'entendais la machinerie en dessous. Viens à Thanksgiving, apporte la casserole, assieds-toi dans la cuisine, serre la famille, souris, joue le rôle. Et au dessert, les funérailles seraient devenues un inconvénient du mois dernier, rangé entre les factures dentaires de Megan et le projet de garage de papa. Je ne peux pas faire ça, maman. Ne sois pas dramatique. Nous sommes ta famille. J'ai raccroché. Sans explication, sans dispute. Première fois de ma vie. Elle a rappelé 4 fois. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal. Bianca, c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement exclure les gens. Rappelle-moi. Je suis resté dans ma cuisine, la tasse de café de Jack encore sur le comptoir, le dessin de cheval violet de Lily encore sur le frigo, le rehausseur de Noah encore à table. Et j'ai compris avec une clarté absolue, si je retournais à cette table de Thanksgiving, je n'en sortirais jamais. Je passerais le reste de ma vie à servir des gens qui n'avaient pas pu se déranger pour assister aux funérailles de mes enfants. Ça n'arriverait pas. Plus jamais. J'ai tapé un seul message dans le groupe familial. Pas de majuscule, pas de point d'exclamation, juste, j'ai besoin d'espace. S'il vous plaît, ne me contactez pas. Je vous recontacterai quand je serai prête. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai attendu. La réponse de Linda est arrivée en 90 secondes, c'est inacceptable. Tu n'as pas le droit de disparaître comme ça sur cette famille. Donald, 2 minutes plus tard, ta mère est très contrariée. S'il te plaît, appelle-la. Megan, 1 heure plus tard, waouh. Ok. J'imagine que je n'ai plus de sœur. Cool. J'ai bloqué les 3 numéros. J'ai mis le groupe en sourdine. Je me suis assise au bord de mon lit dans une maison qui sentait encore l'après-rasage de Jack et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi comme de la neige. Le lendemain matin, j'ai appelé une thérapeute. Le docteur Helen Shaw avait un cabinet sur Asylum Avenue, un nom de rue malchanceux pour une conseillère en deuil, mais elle était très recommandée. Petite pièce, 2 fauteuils, une boîte de mouchoirs sur chaque surface. Lors de notre première séance, elle m'a posé une question qui m'a coupé le souffle. Quand est-ce que votre famille s'est montrée pour vous la dernière fois? J'ai ouvert la bouche, refermé, pensé aux anniversaires, aux remises de diplômes, aux premiers pas de Lily, aux premiers mots de Noah. Pensez à qui était là et qui ne l'était pas. La réponse s'est installée dans ma poitrine comme une pierre. Silence. Le docteur Shaw a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. On commencera par là, a-t-elle dit.
Je suis retourné au travail la semaine suivante. Mes collègues m'ont couverte sans que je demande. Angela a échangé des gardes. Marcus a géré mes dossiers. Le docteur Patel m'a assigné des cas moins graves jusqu'à ce que je reprenne pied. Une nuit, une victime d'alcool au volant est arrivée. 19 ans, bassin fracturé. J'ai atteint le placard de fourniture avant que mes genoux ne lâchent. Tom Whitfield a appelé la même semaine. Juste pour prendre des nouvelles. Comment vas-tu? Vraiment? Je survis. Je lui ai dit que c'était suffisant pour l'instant. L'avocat de Jake m'a appelé. Tom me l'a dit. Robert Callaway. Il doit te parler de certains papiers que Jake avait déposés. Tu le connais? Je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas que Jake avait un avocat. Le cabinet de Robert Callaway se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques à West Hartford, au-dessus d'une boulangerie qui embaumait toute la cage d'escalier de pain au levain. C'était un homme grand, milieu de la cinquantaine, avec des lunettes de lecture et une poignée de main qui ressemblait à une promesse. Jake et moi étions à Yukon ensemble, a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil. On est resté en contact. Il est venu me voir environ 8 mois avant l'accident. 8 mois? Ça aurait été mars. À peu près au moment où Jake avait commencé à fermer la porte de son bureau à la maison 1 heure chaque dimanche soir. J'avais supposé qu'il travaillait. Robert a fait glisser une enveloppe Kraft sur le bureau. Jake a souscrit une assurance vie temporaire 8 mois avant l'accident. 5 millions de dollars. Vous êtes la seule bénéficiaire. Il a marqué une pause. Comme la police avait moins de 2 ans, l'assureur a fait une enquête de routine. Ça a pris environ 4 mois, mais tout était en règle. Jake était en parfaite santé quand il a souscrit. L'accident était entièrement dû à l'autre conducteur, et il n'y a aucun doute sur la réclamation. Les fonds sont prêts à être versés. Je n'ai pas bougé. Le chiffre ne s'est pas enregistré tout de suite. Il était trop grand, trop étranger, comme entendre un mot dans une langue que je ne parlais pas. 5 millions. Il gagnait bien sa vie à l'entreprise. Excellente santé, non-fumeur, 35 ans. Les primes étaient gérables. Il l'avait souscrite spécifiquement parce que Robert a marqué une pause, choisissant ses mots. Il m'a parlé de votre situation familiale, Bianca. Pas en détail. Il a juste dit, si quelque chose m'arrive, elle sera seule. Sa famille ne l'aidera pas. Je dois savoir qu'elle est couverte. Il y avait une lettre dans l'enveloppe. L'écriture de Jake, cette boucle penchée à gauche dont je le taquinais. Je ne l'ai pas lu au bureau. C'était trop public. Mais Robert m'a dit la dernière ligne. Il m'a dit que Jake lui avait demandé de me la dire si j'hésitais. Tu prends toujours soin de tout le monde sauf de toi. Laisse-moi prendre soin de toi cette dernière fois. J'ai pressé l'enveloppe contre ma poitrine et j'ai pleuré. Pas les pleurs creux et choqués du sol de l'hôpital. C'était différent. C'était chaud. C'était le chagrin d'être aimé si complètement par quelqu'un qui savait, qui avait toujours su que les gens qui auraient dû me protéger ne le feraient jamais. Jake n'avait pas pu se sauver lui-même, mais il avait traversé la mort pour me sauver. Je n'ai pas touché l'argent pendant des semaines après qu'il a été versé. Il est resté dans un compte séquestre pendant que je fixais le plafond chaque nuit en essayant de comprendre ce qu'une personne fait avec 5 millions de dollars arrivés parce que sa famille est morte. Le dépenser pour moi semblait mal. L'épargner semblait vide. Le chiffre était un fantôme. En forme de Jake, en forme de Lily, en forme de Noah, et je ne pouvais pas le regarder sans voir leur visage. C'est le docteur Shaw qui a ouvert la brèche. Qu'est-ce que Jake voudrait que tu fasses avec ça? J'y ai pensé longtemps. J'ai pensé à la victime de 19 ans aux urgences, celle dont la mère était restée 6 heures dans la salle d'attente avec les mêmes vêtements que quand la police était venue chez elle. J'ai pensé aux nuits après les funérailles de Jake où je ne pouvais pas dormir et où je cherchais sur Google de l'aide financière pour les familles de victimes d'alcool au volant et où je trouvais presque rien dans le Connecticut. J'ai pensé à être assise seule dans ce cimetière sous la pluie. Aucune famille ne devrait affronter ce que j'ai affronté seul, ai-je dit. L'idée a pris forme lentement, puis d'un coup. Une fondation. Pas une plaque commémorative ou un banc dans un parc. Quelque chose qui fonctionne, qui paie des funérailles quand les familles ne peuvent pas, qui couvre le loyer pendant les 3 premiers mois de choc, qui met en relation les survivants avec des conseillers en deuil qui répondent vraiment à leurs appels.
J'ai appelé Robert ce soir-là. Je veux créer une fondation au nom de Jake, de Lily et de Noah. Je m'en occupe, a-t-il dit. 501c3 on va faire ça correctement. J'ai gardé une partie pour moi, assez pour rembourser l'hypothèque, constituer un fonds d'urgence, respirer sans panique. Jake aurait insisté. Il était pratique comme ça. Et j'étais l'infirmière aux urgences. Je savais trier. Ce que je ne savais pas, c'est que cette décision, silencieuse, privée, prise dans le cabinet d'une thérapeute un mardi après-midi, finirait par faire la une d'un journal. Et que cette une atteindrait une maison à Glastonbury, où une femme nommée Linda Ashford allait découvrir que la fille qu'elle avait ignorée était devenue quelqu'un qu'elle ne pouvait plus ignorer. Pendant que je construisais la fondation, la vérité construisait quelque chose de son côté. Dans une ville comme Farmington, rien ne reste secret. Les gens parlent au dîner. Ils parlent après l'église. Ils parlent dans la file à la caisse de Stop & Shop. Et la question qui revenait sans cesse autour d'un café, autour d'une casserole, après la répétition de chorale à l'église communautaire de Greenfield était simple. Où était la famille de Bianca? La pasteur Grace n'a jamais rien dit publiquement. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait présidé des funérailles avec 3 cercueils et un premier rang vide. Les gens avaient remarqué. Les gens s'en souvenaient. Ça a commencé petit. Linda était au potluck de l'église en janvier quand Barbara Ansley, du groupe des femmes, a demandé « Comment va Bianca ?» On a entendu parler de l'accident. Horrible. Ma mère a souri. Son sourire d'église. Celui qui ressemblait à de l'inquiétude mais ne lui coûtait rien. Elle va bien. Elle a juste besoin de temps. Puis Carole Dunin, notre voisine depuis 22 ans, celle qui m'avait vu grandir, a posé la question pour laquelle Linda n'était pas prête. Étiez-vous aux funérailles, Linda? Je ne vous ai pas vu. Nous avions un engagement familial ce jour-là. Carole l'a regardé, sans scier, sans hocher la tête, juste regarder. Puis elle a pris son assiette et est allée à une autre table. Megan l'a senti aussi. Ses amis ont commencé à poser des questions sur moi. Elle leur donnait le script, ma sœur fait son drama. Elle nous a coupés sans raison. Ça marchait jusqu'à ce que quelqu'un pose la question suivante. Attends, vous n'êtes pas allé aux funérailles? Megan n'avait pas de bonne réponse. Ma mère a appelé mon père dans la cuisine un soir. Je le sais parce que Donald me l'a dit plus tard par texto, un texto que je n'attendais pas. Linda était au comptoir, bras croisés, mâchoire serrée. Il faut récupérer Bianca avant que ça empire. Les gens parlent. Pas, il faut s'excuser. Pas, nous avons eu tort. Pas, nos petits-enfants sont morts et nous n'avons pas dit au revoir. Les gens parlent. C'était ça qui comptait. L'image, l'histoire, la performance. Linda Ashford avait passé 61 ans à diriger le récit familial. Et pour la première fois, quelqu'un d'autre tenait le stylo. En mars, 4 mois après l'accident, les papiers de la fondation étaient presque terminés. Robert avait déposé la demande 501c3. J'avais rédigé une déclaration de mission à ma table de cuisine à 2 heures du matin, encore en tenue de bloc, avec la lettre de Jake appuyée contre la salière. J'avais un nom, la Fondation Famille Myers. J'avais aussi un but. Et pour la première fois depuis novembre, je me réveillais le matin avec une raison de sortir du lit qui n'était pas juste une obligation. Pendant ce temps, ma mère était occupée aussi. Linda avait un réseau, amis d'église, connaissances du quartier, une cousine à Glastonbury qui entendait des choses par une parajuriste qui connaissait un planificateur financier. La nouvelle circulait comme elle le fait toujours dans le Connecticut des petites villes. Lentement, puis partout d'un coup. Quelqu'un a mentionné à un dîner de fellowship que Bianca Myers avait reçu une importante indemnité d'assurance. Quelqu'un d'autre a mentionné le mot « fondation ». Quand l'information est arrivée à Linda, elle avait été arrondie et polie en quelque chose d'irrésistible. « Jake lui a laissé de l'argent », a dit Linda à mon père. « Beaucoup. »« Combien ?» a demandé Donald. « Assez pour qu'elle lance une sorte d'œuvre caritative. » Je peux imaginer mon père à cet instant, assis dans son fauteuil relax, bière sur la coudoir, fixant la télévision muette, faisant le calcul au pas, le calcul émotionnel, le calcul financier. « Peut-être qu'on devrait l'appeler », a-t-il dit. Mais Linda était plus intelligente qu'un appel. Elle savait que je les avais bloqués,
Alors elle est allée voir la pasteur Grace. Pasteur, ma fille est en deuil et elle repousse tout le monde. Nous nous inquiétons pour elle. Pourriez-vous nous aider à réunir la famille? Peut-être une réunion de prière, quelque chose de doux. La pasteur Grace a écouté. Elle a hoché lentement la tête. Je vais y réfléchir, Linda. Mais plus tard ce soir-là, seule dans son bureau, Grace Bennett s'est assise avec le souvenir de 3 cercueils et 4 chaises vides, et elle a réfléchi très soigneusement à ce que « doux » signifiait pour une femme comme Linda Ashford. 2 semaines plus tard, Tom Whitfield a appelé. Bianca, j'ai proposé un article à mon rédacteur sur la défense des victimes d'alcool au volant dans le Connecticut. J'ai déclaré que Jake était un ami. Elle l'a approuvé à condition que je me concentre sur l'angle systémique, pas seulement ton histoire. Mais ta fondation est au centre. Défense des victimes d'alcool au volant dans le Connecticut. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui n'existe pas? Où sont les lacunes? Ta fondation s'y intègre parfaitement. Serais-tu ouverte à une interview? J'ai hésité. La publicité n'était pas quelque chose que j'avais jamais cherché. J'étais infirmière de nuit aux urgences. Mon idée de prise de parole en public était lire des notes de tri à un médecin à 3 heures du matin. Mais Tom ne me demandait pas de performer. Il me demandait de dire la vérité. Et la vérité était la seule chose qui me restait et qui semblait encore solide. Ok, ai-je dit, mais je ne fais pas ça pour l'attention. Je sais. C'est pour ça que ça compte. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de l'hôpital. Tom a posé un enregistreur entre nos tasses et m'a laissé parler. Je lui ai parlé de Jake, des points de suture, de la question sur la cicatrice, des dimanches soirs derrière une porte de bureau fermée qui se sont révélés être des recherches d'assurance. Je lui ai parlé des papillons de Lily et de l'ours de Noah. Je lui ai parlé de la fondation et des 5 familles que nous avions déjà identifiées pour notre premier cycle de soutien. Puis il a posé la question. Tu as organisé les funérailles seul? J'ai remué mon café. Les amis de Jake étaient là. Mes collègues, ma pasteur. Tom a attendu. Il était bon avec le silence. Ma famille de naissance ne l'était pas. Il n'a pas insisté. Il l'a juste noté. Avant de partir, il a demandé s'il pouvait inclure ce détail. J'y ai pensé le temps d'une respiration. Tu peux dire ce qui est vrai. Je ne te demanderai pas de cacher quoi que ce soit, mais je n'ajouterai pas de drame non plus. Au même moment, je l'ai appris plus tard, Linda était au téléphone avec Megan. Sa voix avait l'urgence cassante d'une femme qui voit une histoire lui échapper. Il faut qu'on parle à Bianca avant que d'autres commencent à raconter notre histoire à notre place. Megan a reniflé. Quelle histoire? Nous n'avons rien fait de mal. Exactement, a dit Linda. Et il faut s'assurer que les gens le sachent. Tom m'a dit que l'article prendrait encore quelques semaines. Il devait interviewer d'autres familles et vérifier avec Mad avant que les rédacteurs ne le publient. Les Ashford n'avaient aucune idée qu'il arrivait. Linda a travaillé vite. En une semaine, elle avait coincé la pasteur Grace après le service du dimanche. Pasteur, j'ai prié à ce sujet. Pourrions-nous organiser une petite réunion de réconciliation, juste la famille et quelques amis proches? Rien de formel, juste prière et conversation. La pasteur Grace a accepté à contre-cœur, mais elle a posé une condition. Je ne mettrai pas Bianca sous pression, Linda. Ça doit être son choix. Bien sûr, a dit ma mère. Bien sûr. Puis Linda est rentrée et a appelé toutes les femmes de sa liste de contacts. Le samedi, ce qui devait être une petite réunion familiale s'était gonflé à 20 personnes, tout le conseil du groupe des femmes, 3 couples du quartier, et Carole Dunin, que Linda avait spécifiquement invité parce que la question de Carole au potluck la brûlait encore. Linda voulait un public. Elle voulait des témoins qui la verraient pleurer, la verraient tendre la main, et concluraient que Bianca était le problème. L'invitation m'est parvenue par texto d'un numéro que je ne connaissais pas. Linda avait emprunté le téléphone d'une amie. Bianca, la pasteur Grace organise une réunion de prière familiale ce dimanche. Tout le monde à l'église veut te voir. Viens pour la mémoire de tes enfants. Pour la mémoire de tes enfants. Elle utilisait leur nom comme une monnaie. J'ai appelé la pasteur Grace immédiatement. Est-ce que vous avez organisé ça? Grace a soupiré.
Ta mère a demandé une petite réunion. J'ai accepté ça, mais je viens d'apprendre qu'elle a invité la moitié de la congrégation. Bianca, je m'inquiète de ce qu'elle prépare. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital et j'y ai pensé longtemps. L'ancienne Bianca serait restée à la maison, se serait protégée. Mais l'ancienne Bianca aurait aussi apporté une casserole à Thanksgiving 3 semaines après avoir enterré ses enfants. Je n'étais plus elle. J'y serai, ai-je dit à Grace. Pas pour ma mère. Pour moi. Grace est restée silencieuse un moment. Alors je veux que tu saches quelque chose. J'ai dit à ta mère que j'étais aux funérailles ce jour-là. Elle n'a même pas scié. Dimanche, 14 h, salle de fellowship de l'église communautaire de Greenfield. Je suis entré et j'ai compté. 22 personnes, chaises disposées en demi-cercle lâche, cafetière sur une table pliante, une assiette de cookies que quelqu'un avait apporté parce que dans le Connecticut, même les embuscades viennent avec des pâtisseries. Ma mère était au premier rang. Elle portait sa robe d'église lavande, celle qu'elle réservait pour les occasions où elle voulait paraître douce. Ses yeux étaient déjà rouges. Un mouchoir blanc reposait sur ses genoux, prêt à l'emploi. Mon père était à côté d'elle, épaules carrées, fixant un poing sur la moquette. Megan se tenait près du mur du fond, bras croisés, mâchoire serrée. Elle avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Linda s'est levée dès que je me suis assise. Elle n'a pas attendu que la pasteur Grace ouvre la réunion. Merci à tous d'être là. Sa voix tremblait magnifiquement. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre famille traverse une période terrible. Ma fille Bianca a perdu son mari et ses enfants dans un horrible accident. Nous avons essayé d'être là pour elle, mais elle nous repousse. Elle a tamponné le mouchoir sous un œil. Nous sommes brisés. Tout ce que nous voulons, c'est récupérer notre fille. Murmure, hochement de tête, regard compatissant dirigé vers Linda. Elle était douée pour ça. Le menton tremblant, les poses mesurées, la façon dont elle faisait ressembler le chagrin à quelque chose qui lui arrivait à elle. Barbara Ansley s'est penchée en avant. Bianca, ta mère t'aime. La famille, c'est tout. Je suis resté immobile, main sur les genoux, observant. Puis Megan, du fond de la salle, a ajouté sa voix. Je lui ai envoyé tellement de textos, elle ne répond même pas. J'ai perdu un beau-frère, une nièce et un neveu aussi. 22 têtes se sont tournées vers moi. 22 visages attendant que je m'excuse, que je pleure, que je cède. Je me suis levé. La salle s'est tue. Puis-je parler? Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Mon mari et mes 2 enfants sont morts le 14 novembre. J'ai appelé ma mère depuis l'hôpital cette nuit-là. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir parce que c'était la fête d'anniversaire de Megan. La salle était déjà immobile, mais maintenant elle s'est durcie, comme si l'air lui-même s'était transformé en verre. Elle a dit, on ne peut pas simplement partir. On viendra la semaine prochaine. Linda a ouvert la bouche. Ce n'est pas. J'ai le journal d'appel, maman. 21h47. 3 minutes et 12 secondes. Elle a refermé la bouche. Mon père m'a dit de tenir bon. Ma sœur m'a envoyé un emoji qui pleure et a dit, appelle-moi demain. Personne n'est venu à l'hôpital. Personne n'est venu le lendemain. Personne n'est venu aux funérailles. J'ai regardé la pasteur Grace. Elle a croisé mon regard et hoché la tête une fois. La pasteur Grace était là. Elle peut confirmer. La voix de Grace était stable. Les places de la famille étaient vides. Quelqu'un au 2e rang a inspiré brusquement. Carole Dunin a mis la main sur sa bouche. Barbara Ansley a posé son café et ne l'a plus repris. La contenance de Linda s'est fissurée. Juste une fracture, mais visible. Nous avions des engagements. Nous ne pouvions pas simplement. Votre engagement était une fête d'anniversaire. J'ai gardé la voix égale. Mon engagement était d'enterrer ma fille de 6 ans. Personne n'a parlé. Les cookies sont restés intacts. La cafetière a sifflé doucement dans le coin. Je ne suis pas venu ici pour me disputer, ai-je dit. Je suis venu parce que vous l'avez demandé. Maintenant vous avez entendu les 2 versions. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée comme on ferme un chapitre.
Silencieusement, complètement. Dans le parking. Des pas derrière moi. Megan. Essoufflée. Bianca. Attends. Ce n'est pas juste. Tu nous fais passer pour des monstres. J'ai déverrouillé ma voiture. Je ne vous ai fait passer pour rien, Megan. J'ai dit ce qui s'est passé. Elle est restée sur le gravier, bras ballants, et pour la première fois elle n'avait rien à dire. Je suis sorti du parking et dans mon rétroviseur je la voyais encore là, plus petite que je ne l'avais jamais vue. 3 semaines après la réunion à l'église, l'article de Tom est enfin paru. Il avait pris le temps supplémentaire pour interviewer d'autres familles de victimes d'alcool au volant et des représentants de MAD, transformant ce qui avait commencé comme mon histoire en quelque chose de plus grand. Le titre trônait en haut de la section des féatures du dimanche du Hartford Courant. Après avoir perdu sa famille à cause d'un conducteur ivre, une infirmière de Hartford transforme son chagrin en mission. Tom a écrit sur Jake, l'ingénieur qui avait planifié discrètement le pire parce qu'il avait vu la famille d'un collègue s'effondrer après une mort soudaine. Il a écrit sur Lily, qui voulait devenir biologiste marine, et sur Noah, qui présentait Captain l'ours à chaque nouvelle personne. Il a écrit sur la mission de Bianca, comment j'avais déjà aidé personnellement 5 familles touchées par des accidents d'alcool au volant, couvrant les frais funéraires, le loyer et le suivi psychologique de ma poche. Alors que la demande formelle 501C3 pour la Fondation Famille Maillère suivait son cours auprès de l'IRS, la fondation n'était pas encore officielle, mais le travail était déjà réel. Et au 7e paragraphe, une phrase. Myers a organisé les funérailles avec l'aide de collègues et d'amis. Sa famille de naissance, a-t-elle dit, n'a pas pu assister. C'était tout. Pas de nom, pas d'accusation, pas d'adjectif, juste 8 mots qui ont atterri comme un piano tombé. L'article a été partagé 4000 fois en 48 heures. NBC Connecticut a appelé le lundi. Le chapitre Connecticut de MAD a envoyé un email le mardi. Un producteur d'une station de radio de Hartford a laissé un message vocal pour me demander si je pouvais venir en direct. Ma boîte mail s'est remplie de messages d'inconnus. Une femme de Bridgeport, mon fils a été tué par un conducteur ivre l'année dernière. Je ne pouvais pas payer son enterrement. Merci pour ce que vous faites. Un pompier retraité de New Haven, votre mari était un homme bien. Vous l'honorez, n'est-ce pas? Je suis resté à ma table de cuisine à lire ces messages jusqu'à 3 heures du matin. La maison était silencieuse. La tasse de Jake était toujours sur le comptoir. Je ne l'avais pas bougé et je n'allais pas le faire. Le dessin de cheval violet de Lily était toujours sur le frigo. Le rehausseur de Noah était toujours à table. Je ne cherchais pas l'attention. Je n'essayais pas d'exposer qui que ce soit. Je construisais simplement quelque chose pour que 3 vies ne soient pas réduites à un numéro de rapport de police. Mais l'attention a ses propres plans. Et à 50 km de là, dans une maison à Glastonbury, une femme nommée Linda Ashford allait ouvrir son téléphone sur un message de sa voisine Carol qui disait « Linda, est-ce votre Bianca ?» Linda a lu l'article 3 fois. Je le sais parce que Megan me l'a dit plus tard lors d'une de ses visites que je n'avais pas demandé. Sa mère était assise à la table de la cuisine avec ses lunettes de lecture et les lèvres pincées en une ligne blanche, faisant défiler, défiler, défiler. Puis les appels ont commencé. Barbara Ansley a appelé en premier. Polie. Prudente. Linda, j'ai vu l'article sur Bianca. Cette pauvre fille. Je n'avais aucune idée pour la fondation. Quelle belle chose elle fait. Pause. Il est mentionné que la famille n'était pas aux funérailles. C'est compliqué. Bien sûr, a dit Barbara. Clic. Sa sœur en Floride a appelé ensuite. Tante Rachel. Moins poli. Linda, dis-moi que tu étais à ces funérailles. C'est compliqué. Silence, long. Qu'est-ce qui était compliqué là-dedans? À l'église ce dimanche-là, les sièges autour de Linda se sont éclaircis. Personne ne l'a confronté. Personne n'avait besoin de le faire. L'architecture d'un cercle social de petite ville ne requiert pas de confrontation. Elle requiert juste un léger pivotement de chaise, un demi-seconde de retard avant que quelqu'un dise bonjour, une invitation qui n'arrive pas. La pasteur Grace n'a pas mentionné l'article depuis la chaire. Elle a prêché sur la présence, sur se montrer, sur la différence entre dire qu'on aime quelqu'un et le prouver. Linda a traversé le sermon le dos droit et les mains jointes et n'est pas restée pour le café après.
Meghan l'a eu pire en ligne. Une amie commune a posté l'article avec la légende, c'est le genre de personne dont le monde a besoin. Quelqu'un a commenté, imagine choisir une fête d'anniversaire plutôt que les funérailles de ta nièce et de ton neveu. Le nom de Meghan n'était pas dans l'article, mais dans une petite ville, il n'avait pas besoin de l'être. Elle a désactivé son Facebook le mercredi. Donald s'est retiré dans le garage. Il s'asseyait sur une chaise pliante près de son établi, buvait de la Budweiser et ne parlait à personne. Il n'avait pas besoin d'Internet pour savoir ce qu'il avait fait. Il l'avait toujours su. Et puis Linda m'a laissé un message vocal, pas d'un téléphone emprunté cette fois, de son propre numéro, comme si elle me défiait de décrocher. Sa voix était dépouillée du tremblement de la réunion à l'église. Cru. Dur. Bianca, cet article nous détruit. Tu dois arranger ça. Appelle ce journaliste et dis-lui de le retirer. Pas d'excuses. Pas, je suis désolé. Même pas, comment vas-tu? Juste arrange ça. Meghan s'est présentée un jeudi soir, sans prévenir. J'étais dans la cuisine en train de faire des pâtes, une seule portion, la façon dont j'avais appris à cuisiner maintenant, quand la sonnette de la caméra a sonné. Elle était là sur l'écran, yeux gonflés, queue de cheval en désordre, serrant la lanière de son sac comme une bouée. Elle avait l'air comme elle avait toujours l'air quand elle voulait quelque chose, blessée et légèrement répétée. Une partie de moi, celle que le docteur Chan m'apprenait à écouter, voulait voir si Meghan avait vraiment changé. Si la réunion à l'église avait fissuré quelque chose. Alors j'ai ouvert la porte. Je peux entrer, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît. Je l'ai laissé entrer. Je lui ai versé un verre d'eau. Je me suis assise en face d'elle à la table de cuisine, la table où le rehausseur de Noah occupait toujours la 4e chaise, et j'ai attendu. Meghan a pleuré pendant 10 minutes d'affilée. Vraie larme ou larme de performance. Avec Meghan, j'avais arrêté de pouvoir faire la différence. Elle s'est essuyée le visage avec sa manche et s'est lancée. Bianca, je ne peux plus supporter ça. Tout le monde nous déteste. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne parle à personne. Tu me manques. Elle a jeté un coup d'œil au frigo, au dessin de Lily. Lily et Noah me manquent. Première fois qu'elle prononçait leur nom depuis le texto avec l'emoji. Je sais que je n'étais pas là, a-t-elle continué. Je sais que c'était mal, mais tu dois comprendre. Maman a dit qu'on irait la semaine suivante, et moi j'écoute maman. J'écoute toujours maman. J'ai hoché la tête. Je comprends. Elle a semblé se détendre. Les larmes ont ralenti. Elle a lissé ses cheveux. Et puis, comme une porte qui s'ouvre pour révéler la pièce derrière, la vraie conversation a commencé. Alors, j'ai que t'as laissé de l'argent, hein? L'article parlait de la fondation, 5 millions. Elle a essayé de paraître décontractée. Elle a échoué. C'est beaucoup à gérer seule. Je pourrais aider, genre être au conseil ou quelque chose. Je suis entre 2 jobs en ce moment. J'ai posé mon verre. Meghan, tu n'es pas venue à leurs funérailles. Tu ne m'as pas appelé pendant 3 mois. Et la première vraie conversation qu'on a, tu me parles d'argent. Son visage a rougi. Ce n'est pas ce que je. Je pense que tu devrais partir. Elle s'est levée, a attrapé son sac. À la porte, elle s'est retournée avec la seule arme qu'elle ait jamais su utiliser. Maman va être vraiment contrariée à cause de ça. J'ai fermé la porte doucement. Comme on ferme quelque chose qu'on n'a pas l'intention de rouvrir. Le lendemain matin, j'ai appelé Robert. Ma famille commence à revenir, ai-je dit. Pas parce qu'ils sont désolés, parce qu'ils ont découvert l'argent. Robert est resté silencieux un moment. J'entendais poser son stylo. De quoi as-tu besoin, Bianca? Une protection pour la fondation et pour moi. Il m'a expliqué calmement, comme il faisait tout. La fondation était une entité juridique distincte, un 501c3 avec son propre conseil, ses propres comptes, sa propre gouvernance. Aucun membre de la famille n'avait de droit dessus. Mon héritage personnel de l'assurance de GEC était exactement cela, personnel. La loi du Connecticut était claire. Les prestations d'assurance vie vont aux bénéficiaires nommés. Point. Aucun parent, frère, sœur ou cousin n'a qualité pour contester. Mais la pression, ai-je demandé.
Les apparitions, les messages vocaux, les culpabilisants. On envoie une lettre, a dit Robert. Mise en demeure. Formelle, ferme. Elle leur demande d'arrêter tout contact non sollicité, d'arrêter de se présenter chez toi sans invitation, et d'arrêter d'approcher les partenaires ou associés de la fondation. Ce n'est pas un procès. Ce n'est pas juridiquement contraignant non plus. Mais ça les met en garde. S'ils passent à l'escalade, nous aurons une documentation pour une ordonnance de restriction. J'ai pensé à ce mot, limite. Le docteur Shaw l'utilisait chaque semaine. Il m'avait toujours semblé clinique, comme quelque chose dans un manuel, pas quelque chose qu'on envoie à sa mère. En voilà, ai-je dit. Robert a marqué une pause. Tu es sûr? Une fois cette lettre envoyée, le ton change. J'ai regardé le comptoir de la cuisine. La tasse de Jack, toujours là, toujours non lavée. Je la gardais comme ça exprès. Une petite rébellion contre un monde qui voulait que j'avance plus vite que je ne pouvais. Robert. Le ton a changé la nuit où ils ont choisi une fête d'anniversaire plutôt que 3 funérailles. Il l'a envoyé par courrier recommandé le lundi suivant. 3 exemplaires, 3 adresses. 3 membres d'une famille qui avait passé toute ma vie à traiter mon silence comme une permission. Le silence était terminé. Linda a appelé le cabinet de Robert 48 heures après l'arrivée de la lettre. Sa réceptionniste m'a dit plus tard qu'elle pouvait entendre la voix de ma mère à travers le combiné depuis l'autre bout de la pièce. Une mise en demeure de ma propre fille. Comment osez-vous monter mon enfant contre sa famille? Robert a pris l'appel. Il m'a dit après qu'il avait gardé sa voix à la même température tout le temps. Température ambiante, stable, professionnelle. Madame Ashford, je représente les intérêts légaux de Bianca. La lettre est claire. Veuillez respecter ces termes. Elle ne réfléchit pas correctement. Le chagrin l'a rendue irrationnelle. Vous et cet argent d'assurance lui monte à la tête. Les termes sont clairs. Bonne journée. Il a raccroché. Mais Linda n'en avait pas fini. Elle n'en finissait jamais. En une semaine, elle a rédigé sa propre lettre, manuscrite sur son beau papier à lettres crème qu'elle utilisait pour la correspondance de l'église, et en a envoyé des copies à 6 membres du groupe des femmes. Elle y décrivait une fille perdue dans le chagrin et de mauvais conseils, une famille déchirée par des influences extérieures et une mère qui essayait désespérément de rejoindre son enfant avant qu'il ne soit trop tard. Elle leur demandait de prier. De s'interposer. De la voir comme la victime. L'une de ces copies est arrivée jusqu'à la pasteur Grace. Grace l'a lue à son bureau ce soir-là. Elle m'a dit plus tard qu'elle était restée assise avec pendant 1 heure entière, la tournant dans ses mains, sentant le poids du papier et le vide des mots. Puis elle a pris le téléphone. Linda, j'ai été patiente, mais j'étais à ses funérailles. J'ai vu ses chaises vides. Sa voix était calme et absolument définitive. Je ne ferai pas circuler cette lettre, et je pense qu'il est temps que vous arrêtiez de raconter aux gens une histoire qui n'est pas vraie. Silence sur la ligne, puis un clic. C'était la première fois de la vie de Linda Ashford que quelqu'un de sa communauté la regardait dans les yeux eux-mêmes à travers une ligne téléphonique et disait « Je ne vous crois pas ». Grace m'a appelé la même nuit. « Bianca, je pensais que tu devrais savoir. Ta mère n'arrête pas, mais la vérité non plus. » 6 mois après l'article, juste après le premier anniversaire, la Fondation Famille Myers, désormais officiellement un 501c3 avec le chapitre Connecticut de MAD comme partenaire principal, a tenu son premier gala de collecte de fonds. Nous avions réservé le Pont House dans Elizabeth Park, un lieu lumineux avec de grandes fenêtres donnant sur les jardins de roses. Pas clinquant, pas corporate, juste une salle pleine de lumière et de gens qui se souciaient. 150 invités. Mes collègues des urgences remplissaient 2 tables. Le chapitre Connecticut de MAD avait envoyé sa directrice régionale. Tom Whitfield était là avec un photographe du Current. Les familles que nous avions aidées étaient au premier rang, dont Maria Santos de Bridgeport, dont nous avions payé les funérailles du fils quand elle ne pouvait pas se permettre plus qu'un cercueil en pin. Robert Callaway gérait la logistique. La pasteur Grace a donné l'invocation. La coordinatrice que j'avais embauchée, une ancienne travailleuse sociale nommée Janet, gérait l'enchère silencieuse. Tout semblait intentionnel, mérité, réel. Quand mon tour de parler est arrivé, je me suis dirigé vers le podium et j'ai regardé 150 visages. L'écran derrière moi brillait avec 3 photographies.
Jake en sweatshirt Yukon, souriant. Lily le premier jour de maternelle, édenté, tenant une boîte à lunch papillon. Noah à la plage, Captain l'ours sableux et mouillé sous un bras. J'ai agrippé le bord du podium, me suis stabilisé, puis j'ai parlé. Mon mari Jake croyait à se préparer au pire pour que les gens qu'il aimait puissent avoir le meilleur. Il ne savait pas qu'il aurait raison. J'ai marqué une pause, avalé. La salle a applaudi. Maria Santos s'est levée la première, puis les autres. Le photographe de Tom a capturé le moment. Moi au podium, le visage de Jake sur l'écran, le public debout. Je ne les ai pas vus tout de suite, mais quand les applaudissements se sont calmés et que je suis descendu de scène, j'ai regardé vers le fond de la salle près de la sortie de secours, à moitié caché derrière un pilier. Linda et Megan assises au dernier rang. Elles n'avaient pas été invitées. Janet m'a dit plus tard qu'elles étaient entrées pendant le service du dîner quand le bureau d'accueil était sans surveillance. Elle les avait repérées, mais n'avait pas voulu créer une scène au milieu de l'événement. Ma mère se tenait près du porte-manteau dans sa lavande du dimanche, la même robe que pour la réunion à l'église. Son armure. Elle a attendu que la foule autour de moi s'éclaircisse, jusqu'à ce que je sois seul un moment près de la table des desserts, tenant un verre d'eau que je n'avais pas bu. Et puis elle a traversé la salle. Bianca, sa voix était épaisse, travaillée, les yeux brillants sous l'éclairage de l'événement. Je suis tellement fier de toi. 4 mots que j'avais attendu 34 ans pour entendre. Et ils arrivaient ici, devant une équipe de caméras, entourés de 150 témoins, lors d'un événement qu'elle avait crashé. Le timing me disait tout ce que les mots ne disaient pas. Merci d'être venu, ai-je dit, polie, distante. La façon dont on salue un collègue qu'on connaît à peine. Linda a tressailli. À peine. Juste un tic au coin de la bouche. Mais je l'ai vu. On peut parler, a-t-elle chuchoté. Quelque part en privé. Il n'y a rien à discuter en privé qui n'ait déjà été dit publiquement. Je suis ta mère, Bianca. Je sais. J'ai soutenu son regard. C'est ça qui fait mal. Megan est apparue au coude de Linda, essoufflée, comme si elle avait rassemblé du courage depuis l'autre bout de la salle. Bianca, s'il te plaît. Nous sommes là. Nous nous sommes montrés. J'ai regardé ma sœur. Elle avait dit ces mots comme s'ils devaient signifier quelque chose. Comme si la présence physique effaçait tout. 6 mois en retard, Megan. Avant qu'aucune des deux ne puisse répondre, Robert est apparu à mes côtés. Calme, professionnel, parfaitement timed. Bianca, le représentant de Mad aimerait un moment avec toi avant de partir. J'ai hoché la tête. Excusez-moi, ai-je dit, à personne en particulier, aux deux à la fois, et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière, mais Janet m'a raconté ce qui s'est passé ensuite. Linda est restée au centre de cette salle lumineuse et bondée, tenant un verre d'eau pétillante intacte, et personne ne lui a parlé. Personne ne s'est approché. Personne ne lui a offert une chaise. Megan a tiré sur sa manche, et les deux se sont éclipsés par la sortie de secours. Pour la première fois de sa vie, Linda Ashford est entrée dans une pièce et a découvert qu'elle était la personne la moins importante. Les retombées sont arrivées doucement. Pas d'explosion, pas de cris, juste la réorganisation lente et méthodique des loyautés d'une petite ville. Dans les 2 semaines suivant le gala, Linda a reçu un appel du bureau de l'église communautaire de Greenfield. Le groupe des femmes restructurait son comité de direction. Sa position de coprésidente, un rôle qu'elle occupait depuis 12 ans, le joyau de son identité sociale, était passée à de nouvelles voix. Ils l'ont remerciée pour ses années de service. Ils lui ont souhaité bonne continuation. Le sous-texte était assourdissant. Linda a arrêté d'aller au service du dimanche après ça. Le premier dimanche qu'elle a manqué, personne n'a appelé pour prendre de ses nouvelles. Le deuxième dimanche, quelqu'un l'a mentionné à l'heure du café et Barbara Ansley a dit qu'elle avait probablement besoin de temps. Personne n'a argumenté. Personne n'a contredit. Personne n'a tendu la main vers le téléphone. Le quartier a bougé aussi. Carole Dunin a organisé la fête de quartier annuelle en juin. Une tâche que Linda revendiquait depuis 9 ans. La liste d'invitations est sortie. La maison des Ashford n'y figurait pas. Megan a perdu son cercle petit à petit. De vieilles amies ont arrêté de répondre aux textos.
Un groupe de discussion qu'elle avait depuis le lycée devenait silencieux dès qu'elle postait. Elle a commencé à voir une thérapeute en avril. Par réel remords ou par survie sociale, je ne sais honnêtement pas. Peut-être les deux. Les gens sont compliqués, même ceux qui vous font du mal. Puis un mardi soir, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro non enregistré. J'ai failli l'effacer, mais quelque chose m'a fait lire. J'aurais dû dire quelque chose cette nuit-là. Je le sais maintenant. Je suis désolé, ma puce. Pas à cause de l'article, parce que j'avais tort. Papa. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Puis je l'ai montré au docteur Chan à notre séance suivante. Qu'est-ce que ça te fait, a-t-elle demandé. J'y ai pensé. Vraiment pensé. Comme une porte que je n'ai pas besoin d'ouvrir tout de suite, mais peut-être un jour. J'ai sauvegardé le message. Je n'ai pas répondu. Pas encore. 1 an. Le 14 novembre encore. Un mardi, comme le premier. Même ciel gris du Connecticut. Même froid humide qui se glisse sous le col et reste là. Je suis allé au cimetière avant le travail. Les tombes étaient bien entretenues. Je payais l'entretien et je venais le 1er et le 15 de chaque mois. Mais ce jour-là était différent. C'était l'anniversaire. Celui dont tout le monde vous prévient. J'ai apporté des fleurs fraîches. Des tournesols pour Jake parce qu'il disait que les roses étaient ennuyeuses. Un petit bouquet de pâquerettes en forme de papillon pour Lily. La fleuriste avait commencé à les faire spécialement pour moi. Et pour Noah, un nouveau capitaine. L'original était enterré avec lui, mais je faisais tourner. Ça semblait juste. Ça semblait être quelque chose qu'il comprendrait. Je me suis assise sur l'herbe entre les 3 pierres et je leur ai parlé comme je le faisais toujours, à voix haute. Sans gêne. Comme je parlais à Jake pendant qu'il cuisinait et que je pliais le linge dans la pièce d'à côté. Je leur ai raconté la fondation, Maria Santos dont le fils avait maintenant une pierre tombale au lieu d'un numéro, la famille de New London dont le propriétaire allait les expulser une semaine après l'accident de leur fille, le conseiller en deuil que nous avions embauché à temps plein en janvier. J'ai dit à Jake pour sa lettre, comment je la gardais dans ma table de nuit et lisais la dernière ligne chaque fois que la maison devenait trop silencieuse, comment j'avais enfin compris ce qu'il faisait ces dimanches soirs. Pas se cacher de moi, mais construire un mur entre moi et le pire scénario. Tu disais toujours que je prenais soin de tout le monde sauf de moi, ai-je chuchoté. J'essaie, Jake. J'essaie vraiment. Le vent s'est levé. Les tournesols se sont penchés sur le côté. Quelque part derrière moi, un cardinal s'est posé sur une branche et est resté là, me regardant d'un œil noir, immobile comme un battement de cœur. J'étais différente maintenant. Pas guérie. Je ne pense pas que ce mot s'applique. Mais différente, plus stable. Je disais non quand je voulais dire non. Je ne m'excusais pas de prendre de la place. Je ne cuisinais pas pour des gens qui n'avaient pas mérité un siège à ma table. Le docteur Chan m'a dit une fois, tu n'es plus celle que tu étais il y a 1 an. J'ai répondu, non, je suis celle que j'aurais dû être depuis toujours. Si vous écoutez en ce moment et que vous reconnaissez votre famille dans cette histoire, le mépris, les culpabilisant, la façon dont ils font de votre douleur un inconvénient, je veux que vous entendiez quelque chose. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas dramatique. Vous n'êtes pas ingrat. Poser des limites avec sa famille est la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Plus dure que des gardes de 12 heures aux urgences. Plus dur que lire la lettre de Jake pour la première fois. Plus dur même que se tenir devant ces 3 cercueils sous la pluie. Parce qu'avec le chagrin, au moins le monde comprend. Les gens vous apportent des fleurs. Ils baissent la voix. Ils vous laissent de l'espace. Mais quand vous posez une limite avec votre famille, la moitié du monde vous dit que vous avez tort. C'est toujours ta mère. Le sang est plus épais que l'eau. Tu regretteras quand elle sera partie. J'ai entendu tout ça de collègues, de voisins, d'inconnus bien intentionnés dans les commentaires de l'article de Tom, et je comprends pourquoi les gens disent ces choses. Ils ne sont pas mauvais. Ils n'ont simplement pas passé une nuit à 22 heures sur le sol d'un hôpital à écouter de la musique d'anniversaire à travers le haut-parleur d'un téléphone 3 heures après que le monde s'est effondré. Voici ce que j'ai appris. Ce que personne ne m'a dit, et que j'ai dû découvrir seul. Les gens qui vous aiment se montrent. Pas avec des excuses. Pas avec des conditions.
Pas la semaine prochaine. Il se montre. Jake s'est montré. Chaque jour de notre mariage, il s'est montré. Mes collègues se sont montrés en blouse noire, droit sorti de garde, debout sous la pluie. La pasteur Grace s'est montrée. Tom s'est montré. Et maintenant, chaque famille que la Fondation aide, ils sont ma famille aussi. Je ne vous dis pas de couper les ponts avec vos parents. C'est votre décision, pas la mienne. Mais je vous dis ceci, votre paix n'est pas négociable. Et si quelqu'un traite votre pire jour comme un inconvénient, vous avez tous les droits de construire une vie sans lui. Alors où en sommes-nous maintenant? Mon père m'envoie encore des textos parfois. Courts, jamais exigeants. Je pense à toi. J'ai vu un papillon au magasin de bricolage, ça m'a fait penser à Lily. Je lis tout. Je n'ai pas répondu encore, mais je ne l'ai pas bloqué non plus. Ça me semble suffisant pour l'instant. Linda est toujours Linda. Le mois dernier, elle a recruté une amie de la famille pour m'appeler. Une femme nommée Diane, à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. 10 minutes dans la conversation, Diane a mentionné nonchalamment, ta mère ne va pas bien. Sa tension, ses nerfs. Même playbook, même script. Je l'ai reconnu comme on reconnaît une chanson entendue 1000 fois. J'ai souhaité bonne continuation à Diane et j'ai raccroché. Megan m'a envoyé une lettre manuscrite sur du papier à carnet, pas le beau papier crème de Linda, avec de longues taches d'encre là où elle avait barré et recommencé. Je suis en thérapie maintenant, a-t-elle écrit. Je commence à voir des choses que je ne voulais pas voir. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches. J'ai mis la lettre dans le tiroir de ma table de nuit à côté de celle de Jake. Je n'y ai pas répondu. Peut-être que je le ferai. Peut-être pas. Le pardon n'est pas une porte que j'ai fermée, mais ce n'est pas une porte que je franchirai juste parce que quelqu'un frappe. La fondation grandit. Dans sa 2e année, nous avons aidé 15 familles. Mad Connecticut est un partenaire à part entière. On m'a demandé de témoigner au Capitole de l'État sur la réforme des peines pour conduite en état d'ivresse. J'ai dit oui. Je travaille toujours de nuit au Merci Général, je porte toujours les blouses, je pointe toujours à 19h et je sors à 19h. L'argent n'a pas changé ce que je fais. Il a changé ce que je peux construire autour. Et chaque nuit avant de dormir, je murmure la même chose dans le silence d'une maison vide qui ne l'est pas vraiment. Bonne nuit, Jake. Bonne nuit, Lily. Bonne nuit, Noah. J'ai porté votre amour aujourd'hui. Je le porterai encore demain. La semaine dernière, une petite fille de 4 ans est arrivée aux urgences. Elle était tombée d'une balançoire et s'était fracturé le poignet. Pas grave, routine. Mais elle serrait un lapin en peluche et pleurait comme Noah pleurait. Ce gémissement aigu, essoufflé, qui n'est pas vraiment à cause de la douleur. C'est à cause de la peur. À cause du besoin que quelqu'un dise, ça va aller. Je suis là. J'ai tenu sa bonne main pendant que le docteur Patel posait la telle. Je lui ai dit qu'elle était courageuse. Que le lapin était courageux aussi. Elle a arrêté de pleurer et m'a demandé si le lapin pouvait avoir un pansement. J'ai enroulé un morceau de gaz autour de la patte du lapin, et elle a souri si largement que ça a brisé quelque chose dans ma poitrine. Je suis allé au placard de fourniture. 30 secondes. C'est tout ce dont j'avais besoin. 30 secondes pour appuyer mon front contre l'étagère, respirer, laisser la vague passer. Puis je suis retourné, j'ai fini ma garde, je suis rentré chez moi. Le chagrin ne finit pas. Il change juste de forme. Certains jours c'est une vague qui vous renverse. Certains jours c'est un murmure. Mais il est toujours là, toujours présent. Et c'est ok, parce que ça veut dire que je les ai aimés. Et l'amour ne périme pas. Jake m'a laissé 5 millions de dollars. Mais le vrai héritage était la leçon. Celle que j'apprends encore chaque jour, chaque garde, chaque fois que je visite ces 3 tombes avec des fleurs fraîches et un nouveau capitaine pour Noah. Se montrer. Pas la semaine prochaine. Pas quand c'est pratique. Pas quand la fête est finie. Maintenant. Si vous êtes la personne de quelqu'un, soyez là. Et si vous ne pouvez pas être là, au moins ne prétendez pas que vous l'étiez. Je m'appelle Bianca Myers. Je suis infirmière aux urgences, veuve, mère d'ange, et fondatrice de la Fondation Famille Myers.
Je suis toujours debout, pas parce que ma famille m'a soutenu, mais parce que j'ai enfin appris à me soutenir moi-même. Et c'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Maintenant, je veux entendre la vôtre. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà dû poser une limite avec quelqu'un que vous aimez? Qu'est-ce qui s'est passé? Si le parcours de Bianca vous a donné même un peu de force aujourd'hui, cliquez sur le bouton s'abonner. Et si vous avez besoin d'une autre histoire comme celle-ci, il y en a une qui vous attend dans la description. Je vous y retrouve.